Alors que Lumian serrait l'un des bras de son côté droit, le vide devant lui s'effondra entièrement, rencontrant son apocalypse. Cela formait un vortex de chaos contenant toutes les couleurs et toutes les possibilités. Tout comme une apocalypse était une forme ascendante de catastrophe, le chaos était une forme ascendante d'apocalypse. La catastrophe a conduit à l'effondrement de tout un système. L'apocalypse a approfondi cet effondrement en une explosion totale de contradictions, les enchevêtrant tout en une seule. Le chaos représentait la singularité dans une convergence, la conclusion après l'explosion totale. Ainsi, le chaos de la démone du chaos ne pouvait pas être appliqué directement sur une cible stable et équilibrée. Il faut d'abord créer un effondrement catastrophique dans la zone désignée, suivi de l'explosion totale des contradictions pour former un vortex de chaos substantiel. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle pourrait se propager vers l'extérieur et affecter la cible. Dès que le vortex contenant toutes les couleurs est apparu, il a commencé à se propager vers le dragon malveillant. Il rencontra une barrière invisible, incapable d'atteindre directement le corps massif du dragon. Cela faisait partie du mécanisme de scellement. Le dragon malveillant était incapable de créer des catastrophes ou de lancer des attaques dans la zone qu'il occupait ou là où s'étendaient les chaînes noires de fer. Sinon, il aurait détruit les chaînes de scellement par des dommages qu'il s'est lui-même infligés il y a longtemps, retournant à la mer. Après tout, aussi longtemps qu'une seule flamme de son être subsistait, il pourrait reconstruire son corps. Cette limitation limitait à la fois le dragon malveillant et Lumian. Le vortex du chaos s'est violemment heurté à la barrière invisible, l'attirant et la déchiquetant dans le but de la consommer. Pourtant, la puissance de la barrière semblait infinie, ne montrant aucun signe de faiblissement à court terme. Autour du puits de scellement du dragon, des personnalités de haut rang du continent occidental, telles que le Maître Céleste et le Saint Moine, ont successivement libéré leur pouvoir. Couche par couche, ils ont découplé le sceau, créant une brèche dans la zone où Lumian attaquait. Le vortex du chaos a rapidement franchi la barrière invisible, s'étendant vers l'énorme corps du dragon malveillant. À la surface des chaînes liant cette partie du dragon, les sculptures du démon, plutôt que de montrer de la colère face au chaos envahissant, portaient des expressions de joie. Ils redressèrent le dos, levèrent la tête haute et leur visage terrifiant composé de visages verts, de crocs acérés, d'os nus et de puces suintants rayonnait de fierté et de soulagement. Le vortex, contenant toutes les possibilités, les a balayés, les dissolvant rapidement dans le néant. Les chaînes correspondantes se sont brisées et sont tombées dans le chaos. Cette partie du corps du dragon malveillant a également été déchirée. Des flammes d'un rouge profond, des os noirs de fer, des pointes blanches et une fourrure noire, tous dissipés dans le vortex du chaos. Ces trois têtes s'inclinèrent simultanément en arrière, laissant échapper des hurlements d'agonie. La partie affectée de son corps s'est brisée. Sans les chaînes qui les lient, il s'est enflammé prématurément avec des flammes noires qui ont retenu la folie, la destruction et le chaos. Les flammes sombres sont entrées en collision avec le chaos qui approchait, plongeant la mer couleur sang dans l'obscurité instantanée. La lumière, le son et le mouvement ont tous cessé d'exister. Les deux forces se sont anéanties simultanément. Alors que Lumian se préparait à capitaliser sur son attaque, à déclencher une catastrophe, à annoncer l'apocalypse et à lancer vague après vague de guerre, une vague de folie a éclaté du plus profond de son esprit. L'état occasionnel, dans lequel il se trouvait a pris fin prématurément. Il a perdu le contrôle. Il est devenu fou. C'était parce que le dragon malveillant était une origine du désastre incomplète. À moins qu'il ne se retient délibérément, les symboles correspondants influenceraient inévitablement la zone environnante. Pour Lumian, deux calamités latentes étaient les plus importantes. Son équilibre fragile et le fait qu'il avait déjà perdu le contrôle et succombé à la folie, seulement temporairement lucide en raison du souhait du fou Klein. Le premier avait déjà été déclenché plus tôt, et maintenant, le second se manifestait inévitablement par un désastre. La tête centrale du corps de Lumian a perdu toute raison. Son expression était tordue par la folie. Au même moment, le visage chaotique du vortex sur son épaule gauche a soudainement développé deux trous, comme si des organes avaient été arrachés de force au niveau de ses yeux. Ce visage a envahi tout son corps. Un personnage virtuel. C'était le personnage virtuel du parcours visionnaire. Au cours du mois dernier, en plus de stabiliser son état et d'aider les membres du Tarot Club, ainsi que ceux qui lui tenaient encore à cœur dans les zones protégées, Lumian avait envisagé les défis potentiels dans sa bataille contre le dragon malveillant. Grâce à l'éveil et à l'hébergement du château de Séphira par Fulklein, Lumian a acquis une compréhension et une maîtrise plus profonde des symboles et de leurs influences. Il a appris la nature des origines du désastre, de la calamité de la destruction, ainsi que leurs impacts potentiels sur lui-même. Pour contrer cela, il avait utilisé les capacités du visionnaire pour s'implanter en lui-même. Si sa conscience primaire perdait le contrôle et tombait dans la folie, ce personnage temporaire émergerait immédiatement, fusionnant avec le visage chaotique du vortex pour prendre possession de son corps. Le visage chaotique du vortex a été choisi parce que seul son statut et son rang pouvaient supprimer les autres visages et la folie incontrôlable de sa conscience primaire. De Virtual Persona, une réplique presque exacte de Lumian mais avec des différences subtiles, a à peine retenu ses instincts frénétiques. À ce moment-là, un vide noir sans fin apparut devant lui, accompagné d'une étoile plus grande et plus brillante que le soleil. Le noyau de l'étoile s'est effondré à grande échelle, libérant une lumière et une chaleur sans précédent.
Une mer d'éclats inimaginable a surgi, à quelques secondes seulement d'engloutir Lumian. La tête centrale du corps de Lumian éclata d'un rire maniaque. Est-ce aussi une foutue calamité? À la frontière entre le continent occidental et la mer de brouillard, au-dessus du brouillard blanc grisâtre. Le sommet en forme de nid, haut de 10 000 mètres, sur la lune rouge a commencé à trembler, s'enfonçant centimètre par centimètre. La fusion interrompue a repris, mais pas au même rythme rapide que lorsque la lune de sang s'est levée pour la première fois parmi les innombrables manifestations de Klein entourant le monde éclairé par la lune. Certaines se livraient à des luttes intestines, tandis que d'autres influençaient à distance la déesse mère de la dépravation, bien que ne provoquant que des interférences. Quelque part dans les ruines du continent sud. Dans une zone cachée protégée par une légère corruption transmise par l'arbre mère du désir à travers le dieu enchaîné, les adeptes grotesques de l'arbre mère du désir, suintant de pu, avec des traits du visage mal placés, ou portant des traits animaux comme des oreilles de lapin, des membres maigres de porc et des torses de mouton, ou se tordant d'agonie sous des malédictions incessantes, reçurent simultanément des messages de Sua et Tyrier. Venez à l'hôtel. Ah, la déesse mère de la dépravation est sur le point de réussir. Après avoir hébergé la ruche à Couvain, elle nous assistera selon son pacte avec le Seigneur, le Dieu primordial tout-puissant. C'est ce que nous avons gagné en échange de la perte de l'arbre de l'ombre. En entendant le nom de déesse mère de la dépravation, de nombreux adeptes ont subi des transformations grotesques, des organes génitaux poussants, des taches rouges sans ou des gonflements alors que les fœtus se préparaient à se frayer un chemin vers la sortie. Ces biondés chancelèrent vers l'autel. Sua et Tyrier, dans leur folie, étaient indifférents à leurs états, ou peut-être, n'y ont même pas pensé confrontés à l'explosion de la mer de lumière. Lumian s'enflamma. Il s'est transformé en flamme invisible et incolore avant de devenir pure lumière. Dans un état semblable à celui du soleil, enveloppé de feu, il rencontra la mer de lumière déchaînée, brûlante et terrifiante. Lumian y était absorbé. Ses flammes extérieures s'éteignirent et se rallumèrent à plusieurs reprises, tandis que sa conscience intérieure lumineuse alternait entre désintégration et cohésion. Alors que l'explosion touchait à sa fin, il s'est transformé en un vortex de chaos, absorbant la lumière et la chaleur environnante pour reconstruire son corps. S'appuyant sur le statut, le rang, les capacités et son affinité avec la lumière du visage du vortex chaotique, Lumian a à peine survécu à cette calamité. Oui, la calamité de la destruction englobait des symboles universels, et une explosion de supernova était sans aucun doute l'une de ces calamités. De même, comme la calamité de la destruction représentait un symbole de niveau universel, la portée de la cité de la calamité pouvait être infiniment petite ou infiniment vaste. Immédiatement après, Lumian s'est transformé en lumière, et à la vitesse de la lumière, a couru vers l'emplacement du dragon malveillant qu'il a détecté. À ce moment-là, une obscurité d'une profondeur indescriptible a émergé dans le ciel étoilé adjacent. L'obscurité ne pouvait pas être vue directement ou vraiment perçue. Il n'était identifiable que grâce au gaz déformé et à la structure en forme de disque à rotation lente qui l'entourait. La lumière que Lumian s'était pliée de manière incontrôlable vers l'obscurité, pénétrant dans la structure rotative de la matière diffuse. Cela aussi était une calamité. Une véritable calamité de destruction. Lumian réalisa qu'il n'avait qu'un seul chemin pour survivre. Traverser rapidement la brèche précédente et entrer sur le territoire du dragon malveillant. Là, le dragon malveillant ne pouvait pas lancer d'attaque ni créer de calamité. Sinon, il se serait libéré depuis longtemps. Au milieu de la lumière courbe, Lumian revint brusquement à sa forme géante et ardente. Des grappes de ses flammes intangibles volèrent vers le noyau du disque en rotation, suivis par les os noirs de fer qui composaient sa silhouette. Saisissant une opportunité éphémère, une marque vive en forme de bannière est apparue sur le front de la tête centrale d'où il invoquait la capacité sacrificielle du prêtre rouge, offrant hommage au dragon malveillant et implorant son aide. Dans un état normal, le dragon malveillant aurait ignoré son ennemi. Mais maintenant, temporairement débarrassé de ses consciences et inclinations extérieures, le dragon malveillant était une pure créature instinctive. Recevoir des sacrifices et fournir son aide était une capacité gravée dans les caractéristiques, l'autorité, les concepts et les symboles du biondé de la voix du chasseur. Le dragon malveillant répondrait instinctivement et de manière incontrôlable à Lumian, même si cela conduisait à sa propre chute. C'est pourquoi Lumian avait commencé la bataille en forçant le dragon à revenir à sa divinité et à ses instincts avec l'œil omniscient. Alors que le temps ralentissait, Lumian, à qui il manquait désormais la majeure partie de son corps, reçut la réponse malveillante du dragon. Sa tête centrale eut un rire maniaque. L'obscurité et ses distorsions environnantes se sont dissipées en tandem. L'individu pour lequel il est venu était la même raison pour laquelle il a disparu. Avant que le dragon malveillant ne puisse réagir, Lumian activa une marque de contrat sur son corps.